Il y a un moment dans la vie où tout ce que tu croyais solide commence à trembler. Ce n'est pas une crise passagère, c'est quelque chose de bien plus profond qui remonte à la surface. Tu sens que le sol sous tes pieds n'est plus aussi stable, que les certitudes qui te définissaient commencent à se fissurer, et qu'une part de toi que tu ne connais pas vraiment émerge du silence. C'est déstabilisant, c'est troublant, et pourtant, quelque chose en toi sait que ce n'est pas un effondrement. C'est un seuil, un passage initiatique dont tu ne peux pas encore voir la finalité. Jung a passé sa vie à étudier ces moments précis où la psyché humaine traverse une mutation profonde, et ce qu'il a découvert va transformer ta compréhension de ce que tu vis en ce moment. Parce que ce que tu affrontes maintenant n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose de gigantesque. Et si tu restes avec moi pendant les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi cette difficulté que tu traverses est en réalité la porte vers une dimension de toi-même que tu n'as jamais encore habitée pleinement. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas le signe que tu as échoué ou que tu es en train de perdre pied. C'est le signe que ta psyché se prépare à une transformation si profonde que ton ego, cette structure que tu as construite pour naviguer dans le monde, ne peut plus la contenir. Freud appelait cela le retour du refoulé. Jung y voyait l'appel de l'individuation. Les neurosciences modernes, à travers les travaux d'Antonio Damasio et de Richard Davidson, confirment que ton cerveau entre dans une phase de réorganisation neuronale massive. Ton système nerveux, comme l'a démontré Stephen Porges avec sa théorie polyvagale, bascule entre des états de survie et des moments de recalibration profonde. Ce chaos que tu ressens intérieurement n'est pas aléatoire. C'est une intelligence inconsciente qui démantèle ce qui ne peut plus te servir pour reconstruire quelque chose de plus vaste, de plus authentique, de plus aligné avec qui tu es vraiment au-delà des masques que tu as portés. Viktor Frankl disait que c'est précisément dans ces moments de chaos existentiel que le sens commence à émerger, non pas comme une réponse toute faite, mais comme une direction intérieure que seule ton âme connaît. Alors, avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que nous allons explorer ensemble des territoires psychologiques que peu osent vraiment affronter. Et si cette réflexion te touche, partage-la avec quelqu'un qui traverse aussi ce seuil, parce que ces compréhensions ont le pouvoir de transformer des vies quand elles arrivent au bon moment. Maintenant, plongeons ensemble dans cette révélation profonde. Parce que ce que je vais te montrer va changer à jamais la façon dont tu perçois les épreuves que tu traverses. Ce début difficile cache une immensité que ta conscience n'a pas encore saisie. Et Jung, Freud, Adler, les neurosciences les plus avancées et les philosophes existentiels vont nous guider pour comprendre exactement ce qui se passe en toi en ce moment même. Ce que tu vis en ce moment ressemble à un effondrement, mais ce n'est pas ça. C'est une mue psychique. Quelque chose en toi se désagrège, c'est vrai, mais pas pour te détruire, pour te libérer. Jung a découvert que dans le processus d'individuation, il arrive un moment où la persona, ce masque que nous portons pour être accepté socialement, commence à se fissurer. Elle ne tient plus. Elle devient trop étroite pour contenir ce que tu deviens. Et cette sensation d'effondrement que tu ressens, c'est précisément le moment où ton psychisme refuse de continuer à jouer un rôle qui n'est plus toi. C'est douloureux parce que cette persona, tu l'as construite avec soin, souvent depuis l'enfance, pour survivre émotionnellement, pour être aimé, pour avoir ta place dans le monde. Mais aujourd'hui, quelque chose de plus profond en toi réclame son espace. Quelque chose qui ne peut plus être contenu dans les anciennes structures. Freud aurait dit que c'est ton inconscient qui fait irruption dans ta conscience, que ce qui a été refoulé pendant des années remonte à la surface avec une force que tu ne peux plus ignorer. Et il avait raison. Mais Jung est allé plus loin. Il a compris que cet effondrement apparent est en réalité un signal de transformation, une invitation de la psyché à évoluer vers quelque chose de plus vaste, de plus entier. Ce n'est pas un effondrement, c'est une mue psychique dont tu ne peux pas encore voir la finalité. Mais les neurosciences confirment ce processus d'une manière bouleversante.
Richard Davidson, dans ses recherches sur la neuroplasticité émotionnelle, a démontré que le cerveau humain possède une capacité extraordinaire à se reconfigurer, même à l'âge adulte, surtout lors de périodes de stress intense ou de crise existentielle. Ce que tu vis en ce moment active des mécanismes neuronaux profonds qui démantèlent les anciennes connexions synaptiques devenues rigides et en créent de nouvelles, plus adaptées, plus flexibles, plus alignées avec qui tu deviens. Antonio Damasio a révélé que nos émotions ne sont pas simplement des réactions, mais des marqueurs somatiques qui guident notre prise de décision et notre construction identitaire. Quand ces marqueurs changent, quand ton corps et ton cerveau réévaluent ce qui est important pour toi, tout ton système interne entre en restructuration. C'est ce chaos neuronal que tu ressens comme un effondrement. Mais c'est en réalité ton cerveau qui se réorganise selon une logique supérieure, une logique que ta conscience ne peut pas encore comprendre, mais que ton inconscient orchestre avec une précision remarquable. Daniel Siegel appelle cela l'intégration neuronale, ce processus par lequel différentes parties du cerveau qui étaient déconnectées commencent à communiquer ensemble, créant une conscience plus cohérente, plus intégrée. Mais Jung a découvert quelque chose sur ces moments de crise qui va changer ta compréhension de ce qui t'arrive. Il a observé, à travers des décennies de travail clinique, que ces périodes d'effondrement apparent précèdent toujours une expansion de la conscience. Toujours. Ce que tu perçois comme une destruction est en réalité une déconstruction nécessaire. Imagine une chenille qui entre dans son cocon. De l'extérieur, on pourrait croire qu'elle meurt. De l'intérieur, elle se liquéfie littéralement. Sa structure cellulaire se désagrège complètement, mais ce n'est pas une mort, c'est une métamorphose. Et ce qui émerge de ce chaos apparent est quelque chose de radicalement différent, capable de voler, de voir le monde d'une perspective entièrement nouvelle. Ta psyché traverse exactement ce processus en ce moment. Ce que tu appelles effondrement est en réalité la phase de liquéfaction, celle où les anciennes structures doivent se dissoudre pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration nazi, a découvert que c'est précisément dans les moments où tout semble perdu que le sens commence à émerger avec le plus de force. Non pas un sens imposé de l'extérieur, mais un sens qui vient du plus profond de ton être, un sens que seule cette épreuve pouvait révéler. Et c'est là que les neurosciences révèlent un processus encore plus troublant. Joseph Ledoux, spécialiste des circuits de la peur et de la mémoire émotionnelle, a découvert que l'amygdale, cette partie du cerveau qui traite les émotions intenses et les souvenirs traumatiques, possède une capacité remarquable qu'il appelle la reconsolidation mémorielle. Cela signifie que lorsque tu revisites des émotions profondes, lorsque tu traverses des crises qui réactivent d'anciennes blessures, ton cerveau a l'opportunité de réécrire ses mémoires, de les réintégrer d'une manière nouvelle, moins douloureuse, plus mature. Ce que tu vis n'est donc pas simplement un effondrement présent. C'est aussi une opportunité neurologique de guérir le passé, de transformer la signification de ce que tu as vécu, de libérer des émotions qui étaient enquistées dans ton système nerveux depuis des années, peut-être des décennies. Lisa Feldman Barrett, avec sa théorie de la construction prédictive des émotions, explique que ton cerveau est constamment en train de faire des prédictions sur ce qui va se passer, basées sur tes expériences passées. Quand ces prédictions ne fonctionnent plus, quand la réalité les contredit de manière répétée, ton cerveau entre dans ce qu'elle appelle une erreur de prédiction massive. Et c'est exactement ce que tu ressens. Ton cerveau doit mettre à jour ses modèles internes, recalibrer ses attentes, reconstruire sa compréhension du monde et de toi-même. C'est désorientant, oui, c'est inconfortable, absolument. Mais c'est aussi le signe que tu évolues, que tu sors des schémas répétitifs qui te maintenaient prisonnier d'une version obsolète de toi-même. Adler avait une perspective fascinante sur ces moments de crise. Il voyait dans chaque effondrement apparent une opportunité de dépasser ce qu'il appelait le complexe d'infériorité,
cette sensation profonde d'inadéquation que nous portons tous à différents degrés. Pour Adler, la vraie force ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la capacité à transformer ces difficultés en tremplin vers une version supérieure de soi-même. Ce que tu traverses n'est donc pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve que tu es prêt à évoluer au-delà des limitations que tu t'étais imposées, consciemment ou non. C'est une preuve que ton psychisme refuse de stagner, qu'il aspire à quelque chose de plus grand, de plus authentique. Et cette aspiration, même si elle se manifeste d'abord par un chaos apparent, est le moteur le plus puissant de transformation que tu puisses avoir. Camus disait que nous devons imaginer Sisyphe heureux, non pas malgré l'absurdité de sa condition, mais précisément parce qu'il a accepté cette condition et qu'il a trouvé sa liberté dans cette acceptation. Ce que tu vis maintenant t'offre cette même opportunité. Accepter que l'effondrement fait partie du processus. Accepter que le chaos est nécessaire. Et trouver, dans cette acceptation, une forme de liberté que tu n'avais jamais connue auparavant. Ce que Jung appelle l'ombre, c'est cette part de toi que tu as rejetée, enfouie, refusée, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que tu voulais projeter ou à ce que les autres attendaient de toi. Pendant des années, peut-être des décennies, tu as maintenu cette ombre hors de ta conscience. Tu as construit des murs psychiques pour t'en protéger. Tu as développé des mécanismes de défense sophistiqués pour éviter de la rencontrer. Mais aujourd'hui, ces murs s'effondrent. Et ce qui remonte à la surface, ce n'est pas un ennemi. C'est une part de toi qui a été exilée. Une part de toi qui contient une énergie vitale dont tu as besoin pour devenir entier. Freud appelait ce processus le retour du refoulé. Il observait que tout ce que nous refoulons dans l'inconscient finit toujours par revenir, souvent sous forme de symptômes, de comportements compulsifs, de rêves récurrents ou de crises existentielles. Ce que tu vis en ce moment est peut-être précisément cela, le retour de ce qui a été trop longtemps ignoré, trop longtemps réprimé, et c'est terrifiant parce que tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. Tu ne sais pas si tu seras capable de gérer ce qui émerge. Mais Jung a passé sa vie à accompagner des personnes à travers ce processus, et ce qu'il a découvert est profondément rassurant. Ton ombre n'est pas ton ennemi, c'est le fragment de toi qui attend d'être reconnu pour te rendre entier. Pense à toutes les qualités que tu as dû supprimer pour être accepté. Ta colère peut-être, parce qu'on t'a appris qu'il fallait être gentil. Ta vulnérabilité, parce qu'on t'a dit qu'il fallait être fort. Ton désir d'être vu, parce qu'on t'a enseigné l'humilité. Ta sensibilité, parce que le monde te disait qu'elle était une faiblesse. Toutes ces parts de toi n'ont pas disparu. Elles se sont enfoncées dans l'ombre, attendant le jour où tu serais suffisamment fort pour les accueillir à nouveau. Et ce jour, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi tout semble si chaotique. Parce que ce qui remonte n'est pas ordonné. Ce n'est pas linéaire. C'est brut, c'est intense, c'est désordonné. Mais c'est vivant. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, explique que notre système nerveux autonome possède 3 états principaux. Le premier est l'engagement social, où nous nous sentons en sécurité et connectés. Le deuxième est la mobilisation, la réponse combat-fuite face au danger. Le troisième est l'immobilisation, l'état de sidération ou de dissociation quand le danger est trop intense. Ce que tu vis en ce moment, c'est probablement une oscillation entre ces états. Ton système nerveux cherche à retrouver un équilibre, mais il ne peut pas le faire en restant dans les anciens schémas. Il doit passer par une phase de déséquilibre pour trouver un nouvel équilibre, plus mature, plus flexible. Ce que tu découvres en toi en ce moment, Jung l'appelait la partie de toi que tu as enterrée pour être aimée. Et c'est précisément cette part qui contient l'énergie dont tu as besoin maintenant. Parce que l'intégration de l'ombre ne consiste pas simplement à accepter tes défauts. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est récupérer l'énergie vitale que tu as investie pendant des années à maintenir ces parts de toi hors de ta conscience. Imagine la quantité d'énergie psychique qu'il faut pour réprimer une émotion, pour masquer une part de ta personnalité, pour jouer constamment un rôle qui n'est pas totalement toi. Cette énergie, tu peux la récupérer.
Mais pour cela, tu dois traverser cette confrontation. Tu dois regarder ce que tu as évité de regarder. Tu dois ressentir ce que tu as évité de ressentir. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Ton inconscient a décidé que tu étais prêt, que tu avais suffisamment de force intérieure, suffisamment de maturité pour affronter cette descente. Freud a compris pourquoi cette confrontation est inévitable si tu veux vraiment évoluer. Parce que tout ce qui est refoulé continue d'influencer ton comportement depuis l'ombre. Tu crois prendre des décisions conscientes, mais en réalité, c'est ton inconscient qui tire les ficelles, guidé par ces parts de toi que tu refuses de reconnaître. L'intégration de l'ombre te rend libre, libre de tes conditionnements, libre de tes peurs inconscientes, libre de vivre à partir d'un lieu authentique plutôt que d'un lieu défensif. Matthew Lieberman, spécialiste des neurosciences sociales, a découvert que notre cerveau est fondamentalement un organe social. Nous sommes câblés pour la connexion, pour l'appartenance. Mais cette connexion, nous l'avons souvent payée très cher. Nous avons appris dès l'enfance quelle part de nous était acceptable et lesquelles devaient être cachées. Nous avons construit notre identité sociale en fonction de ces règles implicites. Et aujourd'hui, quand ces parts cachées remontent, c'est tout notre système identitaire qui vacille. Qui suis-je vraiment si je ne suis pas la persona que j'ai construite? C'est une question terrifiante. Mais c'est aussi la question la plus libératrice que tu puisses te poser, parce qu'elle ouvre la porte à une authenticité que tu n'as peut-être jamais connue. Camus parlait de la révolte comme d'un acte fondamental de liberté. Se révolter contre l'absurde, contre les conditionnements, contre les rôles imposés. Cette descente dans ton ombre est une forme de révolte intérieure. Tu refuses de continuer à vivre dans le mensonge, même un mensonge confortable. Tu choisis la vérité, même si elle est inconfortable. Et cette révolte intérieure est le début de quelque chose de gigantesque. Parce qu'une fois que tu as goûté à l'authenticité, une fois que tu as ressenti ce que c'est de vivre à partir de ton centre véritable plutôt que de ta surface défensive, tu ne peux plus revenir en arrière. Daniel Siegel parle de l'intégration comme du processus central de la santé mentale. Intégrer les différentes parts de toi-même, intégrer ton passé et ton présent, intégrer ton esprit conscient et ton inconscient, intégrer ton corps et ton mental. Cette descente dans l'ombre est précisément un processus d'intégration. Tu ne te débarrasses pas de ces parts difficiles. Tu les reconnais, tu les accueilles, tu leur donnes une place dans ta conscience. Et en faisant cela, tu deviens plus entier, moins fragmenté, moins en guerre avec toi-même. Adler disait que le but de la vie n'est pas d'être parfait, mais d'être complet. D'accepter toute la palette de ce que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, avec ta lumière et ton ombre. Cette complétude, c'est ce vers quoi tu te diriges maintenant. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à une véritable liberté intérieure. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait que les difficultés révèlent l'homme à lui-même. Ce que tu traverses en ce moment est précisément cette révélation. Tu te découvres dans ta complexité, dans ta profondeur, dans ta totalité. Et cette découverte, même si elle est douloureuse, est aussi la plus grande aventure que tu puisses vivre, l'aventure de devenir qui tu es vraiment. Ton cerveau ne dysfonctionne pas, il se reconstruit selon une logique que tu ne peux pas encore percevoir. Mais comprends bien ce que cela signifie. Chaque pensée confuse, chaque émotion intense, chaque moment où tu te sens perdu est en réalité une étape dans un processus de réorganisation neuronale massive. Richard Davidson a démontré à travers des décennies de recherche sur la neuroplasticité que notre cerveau change constamment en fonction de nos expériences. Mais ces changements sont particulièrement profonds et durables lors des périodes de crise ou de transformation intense. Ce que tu vis maintenant n'est pas simplement une perturbation temporaire, c'est une opportunité de reconfiguration profonde. Les connexions neuronales qui te maintenaient dans des schémas répétitifs, dans des pensées limitantes, dans des émotions bloquées, sont en train de se dissoudre, et de nouvelles connexions se forment, créant des possibilités que tu n'avais jamais envisagées auparavant. C'est comme si ton cerveau faisait du jardinage neuronal.
Il élague les branches mortes, les connexions qui ne servent plus, et il nourrit de nouvelles pousses, de nouveaux chemins synaptiques qui correspondent mieux à qui tu deviens. Antonio Damasio a révélé quelque chose de fondamental sur la relation entre émotion et conscience. Il a démontré que nos émotions ne sont pas des obstacles à la raison, mais au contraire, elles sont essentielles à notre capacité de prendre des décisions et de construire notre sens de soi. Ce que tu ressens émotionnellement en ce moment, aussi chaotique que cela puisse paraître, est en réalité ton cerveau en train de recalibrer ses marqueurs somatiques, ces signaux corporels subtils qui guident tes choix et tes perceptions. Quand ces marqueurs changent, c'est toute ta boussole intérieure qui se réoriente. Tu ne perçois plus le monde de la même manière. Ce qui te semblait important hier peut te sembler futile aujourd'hui. Ce que tu ignorais hier peut soudainement te sembler essentiel. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est de l'évolution. Ton système de valeurs se réajuste pour mieux correspondre à qui tu es en profondeur, plutôt qu'à qui tu pensais devoir être. Lisa Feldman Barrett explique que notre cerveau fonctionne comme une machine à prédiction. Il essaie constamment d'anticiper ce qui va se passer en se basant sur le passé. Mais quand le présent ne correspond plus au modèle du passé, quand tes expériences actuelles contredisent tes attentes, ton cerveau entre dans ce qu'elle appelle une erreur de prédiction. Et c'est précisément cette erreur qui force ton cerveau à apprendre, à se réorganiser, à créer de nouveaux modèles plus adaptés à ta réalité actuelle. Les recherches de Richard Davidson ont révélé quelque chose de bouleversant sur ce qui se passe dans ton cerveau en ce moment. Il a découvert que la méditation et les pratiques contemplatives peuvent littéralement remodeler les structures cérébrales associées à la régulation émotionnelle, à l'attention et à la compassion. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il a observé que les périodes de crise existentielle déclenchent des processus similaires, même sans pratique méditative formelle. La simple confrontation avec tes émotions profondes, le simple fait de traverser cette tempête intérieure avec une certaine conscience, active les mécanismes de neuroplasticité qui peuvent transformer durablement ton cerveau. Tu n'es pas simplement en train de souffrir, tu es en train de te reconstruire au niveau neuronal. Chaque moment difficile que tu traverses consciemment, plutôt que de le fuir ou de l'anesthésier, renforce les circuits neuronaux associés à la résilience, à la régulation émotionnelle, à la conscience de soi. Joseph Ledoux a découvert comment l'amygdale reconsolide les mémoires traumatiques. Quand tu revisites une émotion difficile, dans un contexte de sécurité relative, quand tu la ressens sans être complètement submergé, ton cerveau a l'opportunité de réécrire cette mémoire, de la réintégrer d'une manière moins toxique. C'est ce qui se passe maintenant. Les vieilles blessures remontent, oui, mais pas simplement pour te faire souffrir à nouveau. Elles remontent pour être guéries, pour être intégrées d'une manière nouvelle. Jung a passé sa vie à étudier ce moment précis où quelque chose de plus grand que l'ego commence à émerger. Il appelait cela le processus d'individuation. Ce mouvement naturel de la psyché vers la totalité, vers l'intégration de toutes les parts fragmentées de soi-même. Et il a observé que ce processus passe toujours par des phases de chaos apparent. Ce n'est pas un bug du système, c'est une caractéristique essentielle de la transformation psychologique profonde. Tu ne peux pas devenir entier en restant confortable. Tu ne peux pas intégrer ton ombre sans traverser l'obscurité. Tu ne peux pas te reconnecter à ton self authentique sans démanteler les structures artificielles que tu as construites pour plaire aux autres ou pour te protéger de la douleur. Daniel Siegel a démontré comment cette intégration neuronale crée une conscience entièrement nouvelle. Quand les différentes régions de ton cerveau, qui fonctionnaient de manière isolée ou en conflit les unes avec les autres, commencent à communiquer de manière fluide et coordonnée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ta conscience s'élargit. Tu deviens capable de tenir des perspectives multiples simultanément. Tu développes ce que Siegel appelle la mindsight, cette capacité à observer tes propres processus mentaux avec clarté et bienveillance, sans jugement mais sans complaisance non plus.
Stanislas Dehaene, dans ses recherches sur la conscience et l'attention, a révélé que notre cerveau possède une capacité remarquable qu'il appelle l'espace de travail global. C'est comme une scène mentale sur laquelle certaines informations sont mises en lumière, tandis que d'autres restent dans les coulisses. Ce que tu vis en ce moment, c'est un élargissement de cet espace de travail. Des contenus psychiques qui étaient relégués dans les coulisses, dans l'inconscient, sont en train d'accéder à la scène centrale de ta conscience. C'est déstabilisant parce que tu n'as pas encore appris à gérer cette nouvelle complexité, cette nouvelle richesse intérieure. Mais au fur et à mesure que tu t'habitues, que ton cerveau apprend à organiser ces nouvelles informations, tu découvres une profondeur en toi que tu ne soupçonnais pas. Tu accèdes à des ressources intérieures que tu croyais perdues ou que tu n'avais jamais su que tu possédais. Adler parlait de la compensation comme d'un mécanisme fondamental de la psyché humaine. Nous compensons nos faiblesses perçues en développant des forces dans d'autres domaines. Mais ce que tu découvres maintenant, c'est que certaines de ces faiblesses n'en étaient pas vraiment. C'étaient simplement des parts de toi que tu n'avais pas encore appris à comprendre, à valoriser, à intégrer dans ton identité consciente. Viktor Frankl a survécu à l'horreur des camps de concentration en trouvant un sens même dans la souffrance la plus extrême. Il a découvert que ce n'est pas l'absence de souffrance qui donne un sens à la vie, mais la capacité à trouver un sens dans la souffrance elle-même. Ce que tu traverses maintenant est ta version personnelle de cette quête de sens. Tu ne cherches pas simplement à échapper à la douleur, tu cherches à comprendre pourquoi cette douleur existe, ce qu'elle essaie de te révéler, comment elle peut te transformer plutôt que simplement te briser. Et cette recherche de sens, même si elle est douloureuse, même si elle te force à affronter des vérités difficiles, est aussi ce qui va te permettre de transcender cette épreuve. Jean-Pierre Changeux, dans ses travaux sur la neurobiologie de la conscience, a montré que notre cerveau est constamment en train de construire des modèles de la réalité et que ces modèles déterminent en grande partie notre expérience subjective. Ce que tu vis maintenant, c'est la reconstruction de ces modèles. Ton cerveau est en train de réécrire son histoire, de réinterpréter ton passé, de réimaginer ton futur. Et ce processus, même s'il est temporairement désorientant, est aussi profondément libérateur, parce qu'il te permet de sortir de récits limitants, de croyances restrictives, de schémas répétitifs qui te maintenaient prisonnier d'une version obsolète de toi-même. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une retraite sacrée où ton âme se reconstruit loin du bruit du monde. Il y a des moments dans la vie où tu ne peux plus continuer à être présent pour les autres de la manière dont tu l'étais avant. Non pas parce que tu es égoïste ou faible, mais parce que quelque chose de profond en toi a besoin de silence, d'espace, de solitude pour se réorganiser. Jung appelait cela la nécessité du retrait pour l'individuation. Il observait que dans toutes les traditions mystiques et spirituelles, il existe cette phase de retraite, de descente, d'isolement, qui précède toujours une renaissance intérieure. Les ermites dans le désert, les moines dans leurs cellules, les chercheurs de vérité qui s'éloignent du monde pour se retrouver eux-mêmes. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est au contraire une plongée plus profonde dans la réalité, mais une réalité intérieure que le bruit extérieur empêche d'entendre. Ce retrait que tu vis en ce moment n'est pas optionnel. C'est une nécessité psychologique. Ton système nerveux a besoin de se réguler loin de la stimulation constante, loin des demandes sociales, loin des rôles que tu dois jouer pour les autres. Stephen Porges explique que notre système nerveux autonome est constamment en train d'évaluer la sécurité de notre environnement à travers un processus qu'il appelle la neuroception. Ce n'est pas une perception consciente, c'est une évaluation automatique, inconsciente, qui détermine si nous sommes en sécurité pour nous connecter socialement, si nous devons nous mobiliser pour faire face à un danger, ou si nous devons nous retirer et nous immobiliser pour survivre. Ce que tu ressens comme un besoin irrésistible de solitude est probablement ton système nerveux qui te dit qu'il a besoin de recalibrer, de se réguler,
de guérir loin des stimulations sociales qui, en temps normal, sont nourrissantes, mais qui, dans ton état actuel, sont trop coûteuses énergétiquement. Ce n'est pas de l'antisocial, c'est de la sagesse biologique. Ton corps sait ce dont tu as besoin, même si ton mental ne le comprend pas encore complètement. Matthew Lieberman a révélé pourquoi ton cerveau a besoin de ce retrait pour se réorganiser. Il a découvert que notre cerveau possède deux réseaux principaux qui fonctionnent en opposition l'un avec l'autre. Le réseau de tâches, actif quand nous sommes concentrés sur le monde extérieur, et le réseau par défaut, actif quand nous nous tournons vers l'intérieur, quand nous réfléchissons, quand nous rêvons éveillés. Ce réseau par défaut est essentiel pour l'introspection, pour la construction du sens, pour l'intégration des expériences. Mais il ne peut s'activer pleinement que quand nous cessons d'être constamment engagés avec l'extérieur. Jung a découvert que cet isolement que tu ressens n'est pas de la solitude, c'est quelque chose de bien plus essentiel. C'est le retrait nécessaire pour permettre à ton self, ton centre psychique le plus profond, d'émerger et de prendre sa place légitime au centre de ta conscience. Pendant des années, tu as peut-être vécu depuis ton ego, cette structure de surface qui s'adapte constamment aux demandes externes. Mais maintenant, quelque chose de plus profond réclame son espace, et ce quelque chose ne peut pas émerger dans le bruit. Il a besoin de silence, il a besoin d'espace intérieur. Il a besoin que tu cesses de remplir chaque moment de distraction ou d'interaction sociale pour pouvoir se faire entendre. C'est pourquoi les relations qui te nourrissaient avant peuvent soudainement te sembler épuisantes. Ce n'est pas que ces relations sont devenues toxiques, c'est que ton énergie psychique doit se tourner vers l'intérieur pour un temps. Adler parlait du besoin de se différencier, de se séparer psychologiquement du groupe pour développer une identité propre. Il observait que les personnes qui ont le plus de difficultés à s'individualiser sont souvent celles qui ont grandi dans des environnements où leurs valeurs dépendaient entièrement de leur capacité à répondre aux besoins des autres. Si c'est ton cas, ce retrait actuel est encore plus crucial. C'est ta psyché qui refuse de continuer à s'oublier elle-même au profit des autres. Sénèque, le philosophe stoïcien, écrivait sur l'importance de la retraite intérieure même au milieu du monde. Il disait que nous avons tous besoin de moments où nous nous retirons en nous-mêmes, où nous examinons notre vie avec honnêteté, où nous nous reconnectons à ce qui est véritablement essentiel. Cette retraite, expliquait-il, n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour maintenir notre intégrité intérieure dans un monde qui nous tire constamment vers l'extérieur. Ce que tu vis maintenant est peut-être plus intense que la retraite dont parlait Sénèque, mais le principe est le même. Tu as besoin de ce temps hors du monde pour te retrouver toi-même, pour entendre ta propre voix sous le bruit de toutes les voix qui te disent qui tu devrais être, pour sentir tes propres désirs sous le poids de toutes les attentes que tu portes. Daniel Siegel parle de l'importance de ce qu'il appelle le temps intérieur, ce moment où nous nous connectons à nos sensations corporelles, à nos émotions, à nos pensées sans jugement. Il a démontré que ce temps intérieur régulier est essentiel pour l'intégration neuronale et pour le développement de la conscience de soi. Ce que tu vis maintenant est une forme intense de ce temps intérieur. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une nécessité imposée par ton système nerveux qui a besoin de se réguler. Boris Cyrulnik, dans ses travaux sur la résilience, a observé que les personnes qui traversent le mieux les épreuves sont souvent celles qui s'autorisent ces moments de retrait pour digérer ce qui leur arrive, pour donner du sens à leur expérience, pour se reconstruire loin du regard des autres. Ce retrait n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie psychologique extrêmement sophistiquée. C'est ta psyché qui crée l'espace nécessaire pour sa propre guérison. Albert Camus parlait de la nécessité de la solitude pour confronter l'absurde de l'existence. Il disait que c'est dans le silence et la solitude que nous pouvons vraiment faire face à notre condition, sans les distractions qui nous permettent d'éviter les questions fondamentales. Ce que tu vis maintenant est peut-être cette confrontation. Tu ne peux plus te distraire, tu ne peux plus éviter. Tu es face à toi-même, face aux questions que tu as peut-être ignorées pendant des années. Qui suis-je vraiment?
Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Comment est-ce que je veux vivre le reste de ma vie? Ces questions ne peuvent pas être répondues dans le bruit. Elles exigent le silence. Elles exigent la solitude. Elles exigent ce retrait que tu ressens comme si difficile, mais qui est en réalité le cadeau que ta psyché se fait à elle-même. Les croyances qui te définissaient s'effondrent, non pas pour te détruire, mais pour libérer qui tu es vraiment. Pense à toutes ces certitudes que tu avais, ces convictions profondes sur qui tu es, sur comment fonctionne le monde, sur ce qui est important dans la vie. Certaines de ces croyances, tu les as héritées de ta famille, de ta culture, de ton éducation. D'autres, tu les as construites toi-même en réponse à tes expériences, souvent des expériences douloureuses. Elles ont été utiles à un moment. Elles t'ont permis de donner du sens au monde, de te protéger, de naviguer dans la complexité de l'existence. Mais aujourd'hui, elles ne tiennent plus. Elles s'effritent. Et c'est terrifiant parce que ces croyances étaient les fondations sur lesquelles tu avais construit ton identité. Jung a découvert ce qu'il appelait les complexes, ces constellations d'idées, d'émotions et de mémoires organisées autour d'un thème central et chargées émotionnellement. Ces complexes fonctionnent souvent de manière autonome, influençant nos pensées et nos comportements sans que nous en soyons conscients. Ils sont comme des sous-personnalités qui prennent le contrôle dans certaines situations. Et ces complexes sont construits autour de croyances profondes, souvent inconscientes. Ce que Jung appelle les complexes sont en train de perdre leur emprise sur toi, et c'est pour ça que tout semble si chaotique. Imagine un complexe construit autour de la croyance que tu dois être fort et autonome pour être digne d'amour. Ce complexe a probablement guidé une grande partie de tes comportements. Il t'a poussé à cacher ta vulnérabilité, à refuser l'aide des autres, à porter des fardeaux seul, même quand tu avais besoin de soutien. Mais aujourd'hui, ce complexe s'effondre. Tu ne peux plus maintenir cette façade de force. Ta vulnérabilité déborde. Et c'est terrifiant parce que tu as peur que sans cette force apparente, tu ne seras plus aimable, plus digne de respect. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que tu te libères d'une croyance qui t'emprisonnait. Freud parlait de l'ego et de ses mécanismes de défense. L'ego est cette structure psychique qui gère notre relation avec la réalité, qui trouve des compromis entre nos pulsions internes et les demandes externes. Et pour accomplir cette tâche impossible, l'ego développe des mécanismes de défense. Le déni, la projection, la rationalisation, la sublimation. Ces mécanismes sont nécessaires à un certain niveau. Mais quand ils deviennent trop rigides, quand ils nous coupent de notre réalité intérieure, ils deviennent des prisons. Lisa Feldman Barrett a découvert comment ton cerveau reconstruit ses prédictions émotionnelles. Ton cerveau, explique-t-elle, ne réagit pas simplement aux événements. Il anticipe constamment ce qui va se passer et prépare ta réponse émotionnelle et comportementale en avance. Ces anticipations sont basées sur tes expériences passées, sur les modèles que ton cerveau a construits au fil du temps. Mais quand ces modèles ne fonctionnent plus, quand la réalité les contredit de manière répétée, ton cerveau doit les mettre à jour. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Les vieilles prédictions ne marchent plus, les anciennes stratégies ne fonctionnent plus. Ton cerveau est en train de reconstruire ses modèles prédictifs, et ce processus est forcément déstabilisant parce que pendant un temps, tu ne sais plus comment anticiper, comment réagir, comment te comporter. Tu es dans une zone d'incertitude profonde. Mais cette incertitude est aussi une ouverture. C'est l'espace dans lequel le nouveau peut émerger. Viktor Frankl disait que c'est précisément quand nos anciennes sources de sens s'effondrent que nous sommes forcés de chercher un sens plus profond, plus authentique, un sens qui ne dépend pas des circonstances externes, mais qui émerge de notre noyau existentiel le plus profond. Daniel Siegel explique que l'intégration neuronale nécessite parfois une phase de désintégration temporaire. Les anciennes connexions doivent se dissoudre avant que de nouvelles, plus adaptées, puissent se former. C'est comme une rénovation architecturale. Tu ne peux pas simplement ajouter de nouvelles pièces sur une fondation fragile. Parfois, tu dois démolir pour reconstruire plus solidement. C'est ce qui se passe dans ta psyché en ce moment.
Les anciennes structures psychiques, celles qui étaient basées sur des croyances limitantes, sur des peurs inconscientes, sur des stratégies de survie développées dans l'enfance, sont en train d'être démantelées. Ce n'est pas une destruction aveugle. C'est une déconstruction intelligente, orchestrée par ton inconscient, qui sait, d'une manière que ta conscience ne peut pas encore comprendre, ce qui doit partir pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. Adler observait que nous développons souvent ce qu'il appelait des fictions directrices, des croyances sur nous-mêmes et sur le monde qui guident nos actions, mais qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Ces fictions sont utiles quand elles nous motivent et nous aident à avancer, mais elles deviennent problématiques quand elles nous enferment dans des schémas rigides. Ce que tu vis maintenant est peut-être l'effondrement de certaines de ces fictions directrices. Jean-Pierre Changeux a montré que notre cerveau reconstruit constamment sa représentation de la réalité en intégrant de nouvelles informations et en révisant ses modèles internes. Ce processus est généralement graduel et imperceptible. Mais dans les moments de crise ou de transformation profonde, ce processus s'accélère et devient conscient. Tu te rends compte que les choses que tu tenais pour acquises ne le sont pas, que les vérités qui te semblaient absolues sont en fait relatives, que l'identité que tu croyais stable est en réalité fluide. Cette prise de conscience peut être vertigineuse, mais elle est aussi profondément libératrice, parce qu'elle te montre que tu n'es pas figé, que tu peux changer, que tu peux évoluer au-delà de ce que tu imaginais possible. Sénèque écrivait que les difficultés révèlent ce qui est vraiment solide en nous et ce qui ne l'était que superficiellement. Ce que tu vis en ce moment est précisément cette révélation. Les croyances superficielles, celles que tu avais adoptées sans vraiment les questionner, s'effondrent. Mais ce qui reste, ce qui résiste à cet effondrement, c'est ce qui est vraiment toi. C'est ce noyau essentiel qui ne dépend pas des circonstances externes, qui ne change pas avec les modes ou les opinions des autres. Ce noyau, tu es peut-être en train de le découvrir pour la première fois. Et cette découverte, même si le chemin pour y arriver est douloureux, est le trésor caché au cœur de cette épreuve. Ce que tu sens émerger en toi n'est pas une version améliorée de qui tu étais, c'est une dimension de toi qui attendait ce moment pour naître. Jung parlait du self comme de ce centre régulateur de la psyché totale, distinct de l'ego, qui n'est qu'une petite partie de notre conscience. Le self, expliquait Jung, contient toutes les potentialités de ce que nous pouvons devenir. Il est la totalité de notre être, conscient et inconscient, lumière et ombre, personnel et transpersonnel. Mais la plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais vraiment entrer en contact avec leur self. Ils restent identifiés à leur ego, à leur personnalité de surface, au rôle qu'ils jouent dans le monde. Ce que tu vis en ce moment est peut-être cette rencontre rare et précieuse avec ton self. Ce n'est pas que tu deviens quelqu'un de nouveau, c'est que tu découvres qui tu as toujours été en profondeur, sous les couches de conditionnement, sous les masques, sous les stratégies de survie. Cette découverte ne vient pas de l'extérieur, elle émerge de l'intérieur. C'est comme si une source souterraine, qui coulait depuis toujours mais que tu n'entendais pas à cause du bruit, commençait soudainement à se faire entendre. Adler parlait de ce qu'il appelait le style de vie, cette constellation unique de croyances, de comportements et de stratégies que chaque personne développe pour naviguer dans l'existence et pour surmonter ses sentiments d'infériorité. Mais Adler observait aussi que ce style de vie, s'il reste inconscient, peut devenir limitant. Ce que tu vis maintenant est peut-être le moment où ton ancien style de vie ne fonctionne plus, où les stratégies qui marchaient avant ne suffisent plus. Et c'est terrifiant parce que tu ne sais pas encore quel nouveau style de vie va émerger. Tu es dans cet espace liminal, cet entre-deux où l'ancien est mort mais le nouveau n'est pas encore né. Daniel Siegel a démontré comment cette intégration neuronale crée une conscience entièrement nouvelle. Quand les différentes parties de ton cerveau qui fonctionnaient de manière isolée commencent à communiquer entre elles, quand ton hémisphère gauche analytique et ton hémisphère droit intuitif se coordonnent, quand ton cerveau limbique émotionnel et ton cortex préfrontal réflexif travaillent ensemble, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ta conscience s'élargit.
Tu deviens capable de tenir des paradoxes. Tu peux être fort et vulnérable simultanément. Tu peux être confiant et humble. Tu peux être déterminé et flexible. Jung a passé sa vie à étudier ce moment précis où quelque chose de plus grand que l'ego commence à émerger. Il l'a observé dans ses propres crises personnelles, dans les rêves de ses patients, dans les mythes et les traditions spirituelles du monde entier. Et il a découvert que ce processus, qu'il appelait l'individuation, suit certains motifs universels. Il y a toujours une phase de descente, de confrontation avec l'ombre, de démantèlement de la persona. Puis il y a une phase de mort symbolique, où l'ancien sens de soi doit mourir pour permettre la naissance d'un nouveau sens de soi plus vaste. Et enfin, il y a l'émergence du self, ce moment où tu te reconnectes à ton centre le plus profond, à cette dimension de toi qui transcende l'ego sans le nier. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est une spirale. Tu reviendras encore et encore à ces mêmes thèmes, mais chaque fois à un niveau plus profond de compréhension et d'intégration. Stanislas Dehaene, dans ses recherches sur la conscience, a montré que la conscience humaine possède une capacité unique qu'il appelle la métacognition, la capacité de prendre conscience de nos propres processus mentaux. Ce que tu développes en ce moment, à travers cette épreuve, c'est précisément cette métacognition amplifiée. Tu ne vis pas simplement ton expérience, tu observes ton expérience, tu deviens témoin de tes propres transformations. Cette conscience témoin, cette capacité à observer tes pensées et tes émotions sans être complètement identifié à elles, est ce que les traditions contemplatives cultivent pendant des décennies de pratique. Mais parfois, la vie nous offre un raccourci brutal. Les crises existentielles, si nous les traversons consciemment plutôt que de les fuir, peuvent activer cette conscience témoin d'une manière profonde et durable. Tu n'es plus simplement tes pensées. Tu es celui qui observe les pensées. Tu n'es plus simplement tes émotions. Tu es l'espace dans lequel les émotions apparaissent et disparaissent. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle change tout, parce qu'elle crée une distance psychologique qui te permet de ne pas être submergé par ce que tu ressens, tout en restant pleinement présent à ton expérience. Viktor Frankl disait que l'homme peut tout endurer s'il a un pourquoi. Ce que tu découvres en ce moment est peut-être ton pourquoi. Non pas un pourquoi intellectuel, une explication rationnelle de tes souffrances, mais un pourquoi existentiel, un sens profond qui émerge quand tu te connectes à cette dimension de toi qui est plus grande que tes circonstances, plus profonde que tes problèmes, plus vaste que tes peurs. Boris Cyrulnik parle de la résilience comme d'une capacité à se transformer à travers le traumatisme, plutôt que simplement à y survivre. Il observe que les personnes les plus résilientes ne sont pas celles qui n'ont pas été blessées. Au contraire, ce sont souvent celles qui ont été profondément blessées, mais qui ont réussi à transformer cette blessure en source de sens, en motivation pour aider les autres, en sagesse qui n'aurait pas pu être acquise autrement. Ce que tu vis maintenant est peut-être cette transformation. Tu ne guéris pas simplement pour revenir à ce que tu étais avant. Tu te métamorphoses en quelque chose de différent, quelque chose qui intègre la blessure sans être défini par elle, quelque chose qui a appris de la souffrance sans rester prisonnier de la souffrance. Richard Davidson a prouvé que la neuroplasticité peut créer des changements durables dans la structure et la fonction du cerveau. Ce que tu traverses maintenant n'est pas temporaire. Les connexions neuronales que tu forges à travers cette épreuve, la conscience que tu développes, la profondeur que tu acquiers, tout cela te transforme d'une manière qui persistera bien au-delà de cette crise. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et ce n'est pas une perte, c'est une évolution. Lequel de ces signes de transformation résonne le plus profondément en toi en ce moment? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais vraiment connaître où tu en es dans ce processus. Parce que comprendre que tu n'es pas seul dans cette traversée, que d'autres vivent aussi ces métamorphoses profondes, peut être en soi une source de réconfort et de validation. Ce que tu traverses n'est pas une pathologie, ce n'est pas un dysfonctionnement.
C'est un processus naturel de transformation psychologique que l'humanité a toujours connu, mais que notre culture moderne, avec son obsession pour le confort et la stabilité, a tendance à pathologiser. Ce que tu as traversé t'a préparé à quelque chose que Jung appelait la vocation de l'âme. Il observait que certaines personnes, après avoir traversé des épreuves profondes et avoir fait le travail d'intégration nécessaire, découvrent un sens de mission qui n'existait pas auparavant. Ce n'est pas une mission imposée de l'extérieur, c'est une vocation qui émerge de l'intérieur, de cette rencontre avec le self, de cette compréhension profonde de qui tu es et de ce que tu as à offrir au monde. Cette vocation n'est pas nécessairement grandiose ou spectaculaire, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui changera le monde entier, mais c'est quelque chose qui donne un sens profond à ta vie, qui te fait sentir aligné avec ta nature la plus authentique, qui transforme ta souffrance passée en source de sagesse et de compassion pour toi-même et pour les autres. Viktor Frankl a découvert sa vocation en survivant au camp de concentration. Il a compris que son expérience, aussi horrible qu'elle ait été, lui avait révélé quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur la recherche de sens. Et il a consacré le reste de sa vie à partager cette compréhension, à aider d'autres personnes à trouver du sens même dans les circonstances les plus difficiles. Ta vocation ne sera probablement pas la même que celle de Frankl, mais le processus est similaire. Tu traverses une épreuve qui te brise à un certain niveau. Et à travers cette brisure, à travers les fissures dans ton ancienne identité, quelque chose de nouveau peut émerger, quelque chose qui était toujours là en potentiel, mais qui ne pouvait pas se manifester tant que tu étais identifié à ton ancien sens de soi. Boris Cyrulnik a démontré que cette résilience crée une force psychique que rien ne peut plus ébranler. Il a observé que les personnes qui ont vraiment traversé l'épreuve, qui ont fait face à leurs démons intérieurs, qui ont intégré leurs blessures plutôt que de les nier ou de les fuir, développent une solidité intérieure remarquable. Ce n'est pas une solidité rigide, fragile, qui se brise sous la pression. C'est une solidité flexible, une résilience qui peut plier sans se briser, qui peut s'adapter aux circonstances tout en restant fidèle à son centre. Cette force n'est pas innée, elle se forge dans l'épreuve. Elle se développe à travers la confrontation consciente avec ce qui est difficile. Tu es en train de forger cette force en ce moment même, même si tu ne t'en rends pas compte. Richard Davidson a démontré que la neuroplasticité créée par ces expériences transformatrices est durable. Les changements dans ton cerveau, les nouvelles connexions neuronales, les nouveaux circuits de régulation émotionnelle et de conscience de soi que tu développes maintenant, tout cela persiste. Tu ne reviens pas à qui tu étais. Tu évolues vers quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau possède des capacités que tu n'avais pas avant. Une plus grande tolérance à l'inconfort émotionnel, une plus grande capacité à rester présent face à la difficulté, une plus grande sagesse quant à ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas, une plus grande compassion pour toi-même et pour les autres qui souffrent. Daniel Siegel parle de ce qu'il appelle la fenêtre de tolérance, cette zone dans laquelle nous pouvons fonctionner de manière optimale, ni hyperactivés, ni hypoactivés. Ce que tu fais maintenant, en traversant consciemment cette épreuve plutôt qu'en la fuyant, c'est élargir ta fenêtre de tolérance. Tu entraînes ton système nerveux à rester régulé face à des niveaux de stress et d'intensité émotionnelle qui t'auraient submergé auparavant. Ce gigantesque qui commence n'est pas une destination, c'est une façon entièrement nouvelle d'habiter ta propre existence. Ce n'est pas que tu vas atteindre un état de perfection où tu ne souffriras plus jamais, où tu n'auras plus jamais de doute ou de peur. Ce n'est pas ça. C'est que tu développes une nouvelle relation avec la souffrance, avec le doute, avec la peur. Tu apprends à les accueillir comme des informations plutôt que comme des ennemis. Tu apprends à danser avec l'incertitude plutôt que de lutter constamment pour le contrôle. Tu apprends à faire confiance à ton processus intérieur même quand tu ne comprends pas où il te mène. Cette nouvelle façon d'habiter ta vie est à la fois plus simple et plus profonde que l'ancienne. Plus simple parce que tu cesses de lutter contre toi-même, de te juger pour ce que tu ressens, de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas.
plus profonde parce que tu accèdes à des dimensions de ton être que tu ne connaissais pas, parce que tu te connectes à une source intérieure de sagesse et de force que les circonstances externes ne peuvent pas te retirer. Jung observait que le processus d'individuation n'a pas de fin. Ce n'est pas une destination que tu atteins, et puis c'est fini. C'est un voyage continu d'approfondissement, de découverte, d'intégration. Chaque niveau de conscience que tu atteins révèle un nouveau niveau possible. Chaque blessure que tu intègres ouvre la porte à une intégration encore plus profonde. Tu ne finis jamais de devenir toi-même. Mais ce qui change, c'est que tu apprends à faire confiance au processus. Tu apprends à reconnaître les signes que ta psyché se transforme, même quand c'est inconfortable. Tu apprends à distinguer entre la souffrance nécessaire, celle qui accompagne la croissance, et la souffrance inutile, celle qui vient de la résistance à la croissance. Adler disait que le but de la vie n'est pas le bonheur, mais la contribution, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Ce gigantesque qui commence pour toi inclut probablement une redéfinition de ce que signifie contribuer. Tu ne peux plus contribuer de la manière dont tu le faisais avant, en t'oubliant toi-même, en sacrifiant tes besoins pour ceux des autres. Mais tu peux contribuer d'une manière nouvelle, plus authentique, plus durable, qui vient de ton centre plutôt que de ta surface, qui nourrit les autres sans te drainer toi-même. Combien de ces effondrements nécessaires reconnais-tu dans ton propre parcours? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience du chemin parcouru. Parce que regarder en arrière et reconnaître tout ce que tu as déjà traversé, tout ce que tu as déjà intégré, peut te donner la confiance nécessaire pour continuer à avancer à travers ce que tu vis maintenant. Tu n'es pas au début de ton voyage, tu es déjà en chemin, et chaque pas, même les plus douloureux, t'ont amené plus près de qui tu es vraiment. Ce que tu traverses n'est pas un accident psychologique, c'est une nécessité existentielle. Jung aurait dit que c'est ton inconscient qui te pousse vers l'individuation, parce que rester dans l'ancien état est devenu psychologiquement impossible. Freud aurait dit que c'est le retour du refoulé qui ne peut plus être contenu. Adler aurait dit que c'est ton aspiration vers une vie plus complète qui refuse d'être ignorée. Les neurosciences diraient que c'est ton cerveau qui réclame la réorganisation dont il a besoin pour fonctionner de manière plus intégrée. Les philosophes existentiels diraient que c'est ton être authentique qui refuse de continuer à vivre dans le mensonge existentiel. Toutes ces perspectives sont vraies simultanément, parce que ce qui se passe en toi en ce moment est multidimensionnel. C'est à la fois neurologique et psychologique, conscient et inconscient, personnel et transpersonnel. C'est ton être total qui se réorganise pour permettre une vie plus authentique, plus consciente, plus alignée avec qui tu es en profondeur. Et cette réorganisation, même si elle est douloureuse, même si elle te déstabilise, est aussi le plus grand cadeau que ta psyché puisse se faire à elle-même. Sénèque disait que les difficultés ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous révéler à nous-mêmes. C'est exactement ce qui se passe. Cette épreuve te révèle des parts de toi que tu ne connaissais pas. Elle te montre des forces que tu ne savais pas posséder. Elle met à nu des vulnérabilités que tu avais cachées, même à toi-même. Et dans cette révélation totale, dans cette nudité psychologique, se trouve une opportunité extraordinaire. L'opportunité de te reconstruire consciemment plutôt que de continuer à vivre selon des scripts inconscients hérités de ton passé. L'opportunité de choisir qui tu veux être plutôt que de simplement accepter qui tu as toujours été. L'opportunité de créer une vie qui reflète tes valeurs les plus profondes, plutôt qu'une vie qui répond simplement aux attentes des autres ou aux conditionnements de ton enfance. Camus parlait de la révolte comme d'un acte de liberté fondamentale. Se révolter contre l'absurde, contre les conditionnements, contre tout ce qui nous empêche d'être pleinement vivants. Ce que tu vis maintenant est peut-être ta révolte intérieure. Tu refuses de continuer à vivre de manière automatique. Tu refuses d'accepter une existence diminuée. Tu refuses de trahir qui tu es vraiment pour le confort ou la sécurité. Cette révolte est douloureuse parce qu'elle te sépare de ce qui était familier. Mais elle est aussi profondément libératrice parce qu'elle ouvre un espace pour quelque chose de nouveau,
de plus authentique, de plus vivant. Viktor Frankl a découvert que le sens n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais quelque chose que nous créons à travers nos choix et nos actions. Ce gigantesque qui commence pour toi n'est pas prédéterminé. Tu ne le découvriras pas en cherchant des signes extérieurs ou en attendant qu'une voix du ciel te dise quoi faire. Tu le créeras à travers la manière dont tu choisis de répondre à cette épreuve, à travers les valeurs que tu décides d'honorer, à travers les actions que tu décides de prendre, même quand c'est difficile. Chaque moment où tu choisis la conscience plutôt que la fuite, l'authenticité plutôt que la façade, la présence plutôt que la dissociation, tu crées ce gigantesque. Tu le construis une décision à la fois, un moment à la fois. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, mais c'est profondément transformateur, parce que ces petits choix, répétés jour après jour, reconstruisent qui tu es au niveau le plus fondamental. Lisa Feldman Barrett explique que ton cerveau apprend de chaque expérience et ajuste ses prédictions futures en conséquence. Chaque fois que tu choisis différemment, tu enseignes à ton cerveau un nouveau modèle de fonctionnement. Chaque fois que tu restes présent face à l'inconfort plutôt que de le fuir, tu renforces les circuits neuronaux de la résilience. Chaque fois que tu te traites avec compassion plutôt qu'avec jugement, tu recables les voies neurales de l'autocompassion. Jean-Pierre Changeux a montré que notre cerveau est une machine à construire du sens, à créer des modèles cohérents de la réalité. Ce gigantesque qui commence pour toi est en partie la construction d'un nouveau modèle, d'une nouvelle compréhension de qui tu es et de ce que signifie vivre une vie pleine. Ce modèle ne sera pas parfait. Il sera constamment révisé et affiné à mesure que tu continues à vivre et à apprendre. Mais il sera tien. Il sera basé sur ton expérience directe, sur ta vérité vécue, plutôt que sur des concepts hérités ou des croyances non questionnées. Et cette authenticité, cette fidélité à ta propre expérience, plutôt qu'aux idées des autres sur ce que tu devrais être ou ressentir, est ce qui rendra ce nouveau chapitre de ta vie si différent de ce qui l'a précédé. Tu ne vivras plus en surface, tu vivras en profondeur. Tu ne suivras plus aveuglément les scripts que tu as hérités. Tu écriras ton propre script, guidé par ta boussole intérieure, plutôt que par les attentes externes. Tu ne te trahiras plus pour appartenir, tu t'honoreras et tu attireras naturellement les personnes qui résonnent avec qui tu es vraiment. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui traverse aussi ce seuil. Parce que ces compréhensions ont le pouvoir de transformer des vies quand elles arrivent au bon moment. Quelle phrase t'a le plus marqué? Écris-la en commentaire. Et si tu veux continuer ce voyage de transformation ensemble, si tu veux approfondir ces explorations de la psyché et de l'âme, rejoins notre communauté en t'abonnant à cette chaîne. Parce que ce que nous faisons ici n'est pas simplement partager de l'information. C'est créer un espace où la transformation profonde est possible, où la complexité humaine est honorée, où la souffrance n'est pas pathologisée, mais reconnue comme une porte vers une plus grande conscience. Tu n'es pas seul dans cette traversée. Nous sommes nombreux à marcher sur ce chemin d'individuation, à travers nos propres épreuves, vers une authenticité plus grande. Et ensemble, en partageant nos découvertes, en validant nos expériences mutuelles, en nous accompagnant à travers les moments sombres, nous rendons ce voyage un peu moins solitaire, un peu plus porteur de sens. Le gigantesque qui commence pour toi commence aussi pour chacun de nous qui choisit la conscience, plutôt que le confort, la profondeur, plutôt que la surface, la vérité, plutôt que le mensonge rassurant. Bienvenue dans cette dimension de l'existence, où rien n'est facile, mais tout est profondément vivant. Tu es exactement où tu dois être. Et ce que tu affrontes maintenant est vraiment le début de quelque chose de gigantesque.